La Société financière internationale rassure le Burkina de son soutien dans le cadre de la transition et pour réussir les ambitions de développement de ce pays, son représentant régional était chez le Premier ministre cet après-midi. Le ministère de la fonction publique va relire la loi 13 avec l'idée d'en finir avec le régime des contractuels. Il va s'attaquer au traitement des actes de carrière des agents publics. Ce sont des mesures à prendre qui revêtent un caractère d'urgence selon le professeur Loada. La RTB, encore plus proche des Gawalais et des populations du sud-ouest, avec sa chaîne locale officiellement lancée aujourd'hui. C'est la 3e RTB2, télévision de proximité, qui se propose de parler aux populations essentiellement dans les langues du terroir. Madame, Messieurs, bienvenue aux 20h de ce mardi 3 février. Tout d'abord, revenons sur le voyage du chef de l'État à Addis Abeba. À Addis Abeba, le président du Faso a multiplié les rencontres bilatérales avec ses pairs, des tête-à-tête avec des personnalités de poids de la scène internationale. Avec ses pairs, le président du Faso a partagé ses vues sur les affaires africaines et du monde. Michel Kafando a voulu mobiliser les partenaires et la communauté internationale à soutenir le Burkina dans cette phase de transition où se posent de nombreux défis. Reportage Mathias Drabo et Caroline Ouaré. Le Burkina à Addis Abeba, capitale de la diplomatie africaine. Après sa période d'incertitude, ce séjour se présente en véritable opportunité pour redorer un blason terni par une période de troubles sociopolitiques. Le séjour du président burkinabé est ainsi jalonné d'échanges en tête-à-tête avec des personnalités aussi variées que les sujets à discuter. La présidente de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ne cachent pas leur intérêt pour la transition. Les rapports sur les progrès par les institutions de contrôle sont l'objet officiel des rencontres. De ce côté, le Burkina est assuré du soutien de ces deux institutions. Le pays du soleil levant est tout aussi bluffé par la rapidité avec laquelle le Burkina se remet debout. Le Japon met dans la cagnotte santé et sécurité alimentaire sa contribution, près de 3 milliards et 500 millions de francs CFA, annoncée par le ministre en charge des Affaires étrangères, et de promettre d'étudier la requête de soutien pour l'organisation des élections introduites par le président Kafando. La France, à travers la conseillère Afrique de François Hollande, exprime sa satisfaction de voir se confirmer la tendance pour la bonne sortie de crise. Pour l'organisation des élections, la conseillère Afrique de François Hollande réitère le soutien politique et économique de l'Hexagone. Au plan africain, les sujets sont beaucoup plus de proximité avec le président équato-guinéen. Officiellement, rien n'a filtré du tête-à-tête, mais une source proche de la présidence fait cas de la volonté de régler la situation des Burkinabés sans papier en Guinée équatoriale, d'où l'ambition de créer pour bientôt une commission mixte pour résorber cette question, entre autres. Octobre, mois d'élection au Burkina, en Côte d'Ivoire aussi. Et sans surprise, le président Ouattara est candidat à sa propre succession. Cependant, au nom des liens historiques et aussi en tant que membre du groupe de soutien, la Côte d'Ivoire maintient son intérêt pour le Burkina, selon le président ivoirien. Au regard de toutes ces rencontres bilatérales et aussi de la participation du Burkina à ce grand rendez-vous panafricain, le président Kafando se dit satisfait. Satisfaction aussi pour cette invite au plan continental à l'autonomisation de la femme pour le développement. La Société financière internationale rassure le gouvernement de sa disponibilité à accompagner le Burkina Faso dans ses ambitions de développement. La représentante régionale de la SFI en charge du Burkina, Ronke Amouni Ogonsoulir, l'a dit au chef du gouvernement, Yacouba Isaac Zida, qui a reçu également l'Académie des sciences du Burkina, conduite par le professeur Robert Tenga Djigmde. Les événements des 30 et 31 octobre n'entachent en rien les relations entre la Société financière internationale SFI et le Burkina Faso. Ces mots sont de la représentante régionale de la SFI qui est venue rassurer le chef du gouvernement. Son institution entend appuyer notre pays dans le secteur des mines, le développement des petites et moyennes entreprises et le système de l'énergie solaire. On veut continuer à travailler, on veut augmenter
nos activités dans le pays. On a parlé de développement des petites et moyennes entreprises, du soutien, l'appui au secteur minier, des projets dans le solaire, les PPP, des projets dans la santé et des projets aussi dans toute la chaîne agroalimentaire. L'Académie des sciences du Burkina, quant à elle, conduite par le professeur Robert Tenga Guigemde, est venue présenter sa structure au Premier ministre. C'est une société qui est apolitique, qui est non confessionnelle, non syndicale, à but non lucratif, qui regroupe des scientifiques de bonne volonté qui travaillent de façon bénévole à porter leur expertise dans leur domaine de compétences pour la promotion de la science qui est au carrefour du développement. Le premier cycle de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable tire à sa fin et le temps est venu d'évaluer les résultats. C'est à cette tâche que s'est consacrer une session extraordinaire du comité de pilotage de la SCAD. Cette instance devra également envisager la mise en œuvre d'un deuxième cycle qui va couvrir la période 2016-2020. Estelle Judith Assogba. Les membres du comité national de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et le développement durable, les partenaires techniques et financiers, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile font le bilan de la mise en œuvre de la SCAD sur la période 2011-2013. Pour mesurer les performances, dégager les contraintes et procéder à des ajustements éventuels pour les années ultérieures, ils ont focalisé leur attention sur 3 points saillants. L'évaluation de l'impact 2011-2013 de la SCAD, l'enquête multisectorielle continue sur les conditions de vie des ménages et le processus d'élaboration du deuxième cycle de la SCAD. Il ressort de leur analyse une appréciation positive qui met en évidence une avancée dans des domaines comme la santé et l'éducation. Au cours de la période, l'exécution du budget indique que la hausse des dépenses est totalement financée à partir des ressources propres. Ce qui est de la durabilité des résultats au cours des 3 années, il apparaît que le niveau d'appropriation des résultats atteints est globalement mitigé. L'engagement des premiers responsables est un facteur de durabilité des acquis. Vous avez fait des observations, des suggestions et des contributions judicieuses au cours des travaux. À ce propos, et sans être exhaustif, je retiens le financement de la SCAD, l'accélération de la mise en œuvre des pôles de croissance, l'implication plus forte des collectivités territoriales et du secteur privé, une meilleure analyse des goulots d'étranglement, notamment de l'industrialisation et de la passation des marchés. Nous avons également adopté de pertinentes recommandations adressées à l'État, notamment au gouvernement de la transition et à ses démembrements, aux acteurs du secteur privé, à la société civile et à nos partenaires techniques et financiers. Séance tenante, le chef du gouvernement burkinabé, Yacouba Isaac Zida, a invité chacune des parties prenantes à s'approprier ces recommandations et à veiller à sa mise en œuvre. Pour ce qui concerne le processus d'élaboration du deuxième cycle de la SCAD, qui couvre la période 2016-2020, les participants ont pu examiner et adopter des termes de référence et ont aussi pris des résolutions fortes visant à impulser une dynamique à même de contribuer à rendre disponible ce nouveau référentiel dans les délais. Le projet de loi portant prévention et répression de la corruption va-t-il enfin être adopté? On se rappelle que sous le gouvernement déchu, le projet avait été vidé de son sens. En tout cas, c'est le sentiment du réseau national de lutte anticorruption qui fait pression pour faire aboutir ce projet. Le gouvernement de la transition a transmis le projet initial aux parlementaires et les débats sont à présent ouverts. Et les acteurs de la lutte contre la corruption étaient ce matin devant les législateurs pour convaincre du bien fondé de cette loi. Reportage Olopoda. Sous les projecteurs, le projet de loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, soumis au Conseil national de la transition par le gouvernement pour adoption, le texte fait aujourd'hui objet d'examen. Un exercice qui vise à recueillir les points de vue des différents acteurs de la lutte contre la corruption. À partir des 30 et 31 octobre, nous sommes convaincus effectivement que, puisque les gens disent qu'il faut que plus rien ne sera comme avant, il faut effectivement que les textes de loi que nous puissions prendre puissent effectivement cadrer avec le moment. Et qu'en même temps, que ce soit un outil pour le gouvernement
en tout cas pour effectivement travailler. Ce n'est pas pour rien que nous appelons donc les autres à venir effectivement pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble pour que cette loi-là soit vraiment une véritable loi. La transition offre ainsi une seconde chance à ce projet de loi élaboré par le RENAC et proposé au gouvernement de Chine en 2013. Cependant, le réseau national de lutte anticorruption affirme ne pas se reconnaître dans la mouture du texte présenté à l'ex-assemblée par le gouvernement Tiao, le texte ayant été débarrassé des dispositions jugées fondamentales par le RENAC. On a revu le texte et tout ce que l'ancien gouvernement avait enlevé a été réintégré dans le document avec quelques ajouts complémentaires. C'est ce document qui a été adopté en Conseil des ministres dernièrement et qui va être présenté maintenant devant le Conseil national de transition pour en faire une loi définitive. À cette phase de l'examen du projet de loi sont tour à tour auditionnés l'autorité supérieure de contrôle d'État, l'Institut Free Afrique, l'ex-réseau parlementaire Burkindi, des journalistes, des syndicats, des magistrats et la liste n'est pas exhaustive. L'ambition est d'arriver à dégager le consensus le plus large possible sur la question de la lutte contre la corruption. En définitive, il appartient aux membres du CNT de procéder à l'adoption parce qu'ils auront contribué véritablement à faire du Burkina Faso un pays qui se conforme à ses engagements internationaux en matière de lutte contre la corruption et également à donner, si vous voulez, un arsenal juridique aux professionnels de droit pour pouvoir donc travailler dans le cadre de la lutte contre la corruption parce qu'il a toujours été dit que le maillon faible de la lutte contre la corruption au niveau de notre pays, c'est la justice. Et la justice était le maillon faible tout simplement parce que l'arsenal juridique n'était pas à la hauteur du phénomène. Le ministère de la fonction publique annonce des mesures urgentes pour répondre aux exigences du moment. Il y a parmi les mesures le traitement des actes de carrière des agents publics et la relecture de la loi 13. Un comité mis en place a déjà réfléchi à des propositions. Reportage Frédéric Etienne Bassenga. Le traitement dirigeant des actes de carrière des agents publics et la relecture de la loi en régime juridique applicable aux employés et aux agents de la fonction publique, voilà les points prioritaires auxquels Augustin Louada et son équipe comptent s'attaquer les jours à venir. Après avoir constaté une lenteur dans le traitement des dossiers difficilement supportables pour les agents publics, le ministère de la fonction publique a décidé d'agir. Avec tous les acteurs de la chaîne de traitement, les DRH, les directions des ressources humaines, des ministères et institutions, les services techniques de la fonction publique et ceux de l'économie et des finances, nous sommes en train de passer en revue les difficultés qui ralentissent le processus afin d'y apporter des solutions appropriées. Pour ce qui est de la relecture de la loi 013, un comité déjà mis en place a fait des propositions. Premier axe, valoriser les compétences et promouvoir l'équité et la transparence dans la gestion des emplois et des agents de la fonction publique. Dans cet axe, on peut retenir, entre autres, les propositions de réforme suivantes. La suppression éventuelle de la catégorie D, la réduction éventuelle des échelles par catégorie, la suppression du statut de contractuel dans la fonction publique, la création de la catégorie P. L'acte 2 propose la réduction du nombre de sanctions disciplinaires, la simplification de la procédure de licenciement et la prise en compte des règles relatives à l'accueil et à la courtoisie comme obligation des agents publics. Le ministère de la fonction publique s'est également penché sur les revendications de statuts dits particuliers. Les statuts particuliers revendiqués ça et là sont donc en réalité des statuts autonomes indépendants du statut général de la fonction publique. La multiplication de tels statuts risque de vider le statut général de tout intérêt. Il est donc urgent, sinon de ramener ceux qui sont sortis, du moins de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres sorties. Du reste, ce point de presse a aussi abordé la question de la grogne au sein du ministère de la fonction publique quant à la nomination de certains agents. Augustin Louada affirme ne pas douter de la compétence de ces personnes et qu'il faudra les juger au résultat. Perspective élection, le Conseil national de la transition devra jouer sa partition et il faut avoir une connaissance parfaite des règles qui gouvernent le processus électoral. Les parlementaires ont été outillés à cet effet dans le cadre d'une formation Bridge qui se donne pour objet de bâtir des ressources pour la démocratie, la gouvernance et les élections. Reportage Maïmouna Guira et C. Sylvestre Da.
Les membres du Conseil national de la transition à l'école des concepts et notions relatifs au processus électoral. 3 jours durant, les députés vont se familiariser avec les principes et concepts utilisés dans le domaine électoral, le processus de gestion des élections et leur cadre juridique. Il s'agit pour nous d'un renforcement des capacités qui permettra à chaque député et à l'ensemble des députés, agissant dans le cadre de la conduite de ce processus, d'accomplir son rôle dans les meilleures conditions et avec les meilleures chances de succès. Cette formation initiée par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est assurée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son programme BRIDGE, bâti des ressources pour la démocratie, la gouvernance et les élections. Le PNUD a comme mandat essentiel d'appuyer la gouvernance dans les pays. Et par conséquent, nous trouvons très naturel de donner notre appui à la CENI pour l'accompagner dans cette mission importante. La CENI souhaite que les députés puissent capitaliser les acquis de cette formation sur le terrain pour une mise en œuvre réussie du processus électoral. Le gouvernement burkinabé a décidé que les Burkinabés installés à l'étranger ne pourront pas voter aux élections d'octobre prochain. Il évoque pour cela des raisons logistiques, de fichiers électoraux et de sécurité. Certains partis politiques et certaines organisations de la société civile ne sont pas de cet avis. L'émission Controverse discute du sujet ce soir à partir de 21h sur la télévision nationale. En attendant, je vous propose ici des points de vue sur le pour et le contre du vote des Burkinabés de l'étranger. En même temps que c'est un droit pour tous les Burkinabés de prendre part au vote, dont les Burkinabés de l'étranger, et je pense que les éléments que le président de la transition a avancés sont suffisamment pertinents pour que nous comprenions la décision, notamment les difficultés qu'il a évoquées. Et en temps, vous savez que la transition est vraiment limitée, il ne reste que 8 ou 9 mois de transition, et également des difficultés d'ordre matériel et financier. Nous comprenons parfaitement. C'est un recul de la démocratie, un recul de la parole donnée. C'est une loi qui est là. Mais je ne comprends pas comment se fait-il que ce soit le gouvernement qui va décider que les Burkinabés de l'étranger ne doivent plus voter si ce n'est pas vers les années 2000. Et que ce soit le président lui-même qui le dise à l'extérieur. Voilà, émission à suivre dans quelques instants à partir de 21h. Le Conseil supérieur de la communication met en demeure des radios Horizon FM et Radio Jeunesse en raison des propos injurieux et diffamatoires au cours des émissions interactives que sont Ça ne va pas de Horizon FM et de Talk Show de Radio Jeunesse. Le CC rappelle que cette décision découle des multiples rappels à l'ordre faits à l'attention des responsables de ces radios. Les promoteurs sont donc invités à prendre des dispositions nécessaires afin d'éviter la diffusion de propos injurieux et diffamants sous peine de sanctions prévues par la loi. Le Parti de la Renaissance nationale, Paran, a installé son délégué provincial dans le Grand Zourgou. Sa mission est de faire passer le message du parti et d'installer des représentants dans toutes les localités en vue des futures batailles électorales. Reportage Zalissa Sanfo. Le Parti de la Renaissance nationale, Paran, s'installe désormais dans la province du Grand Zourgou. Objectif, être plus proche des populations de cette province pour mieux véhiculer ses idéaux et conquérir l'électorat pour les échéances à venir. Et c'est ici, à Mégui, dans cette même province, que les premiers responsables du parti ont décidé d'investir le chef provincial du parti pour conduire cette mission. Ce que nous attendons de lui, c'est de s'engager résolument dans l'installation de nos structures. C'est de s'engager de façon déterminée dans l'œuvre de conscientisation et d'éveil des citoyens et surtout de dire la vérité aux populations. La vérité sur le sens de la démocratie, la vérité sur le sens de l'engagement citoyen. De dire aux populations que lorsqu'elles vont se retrouver dans les urnes, qu'elles votent en pensant à l'avenir qu'elles voudraient pour leur localité, pour leur province, et non pas en pensant à l'avenir égoïste d'un fils ou d'une fille de la localité. Depuis sa création en 2000, c'est la toute première fois que le Paran met en place une structure déconcentrée dans cette province. Et le tout nouveau,
ou du moins le premier chef provincial parent du Ganzourou, sait que sa tâche sera immense. Pour le Parti de la Renaissance nationale, une nouvelle ère de démocratie s'ouvre pour le Burkina Faso. Et c'est pourquoi la RTB inaugure à Gawa sa 3e télévision de proximité après celle des Hauts-Bassins et du Centre, une section télévision qui s'ajoute donc à Radio Gawa qui, elle, existe depuis 1986. L'événement a mobilisé les populations du Sud-Ouest. Reportage Draman Dadian. Montée des couleurs pour accueillir un nouveau-né dans la famille RTB au bénéfice du Sud-Ouest, une région qui, en plus de Radio Gawa, qui émet depuis 1986, gagne aujourd'hui en visibilité avec une télévision de proximité, la RTB Télé Sud-Ouest. Du fait de sa position frontalière avec la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'inauguration aujourd'hui de la section télévision de la RTB2 Sud-Ouest marque une particularité dans sa forme et dans son fond, car elle permettra de doter les populations du Sud-Ouest, à compter de ce jour, d'un outil puissant de communication de proximité dans les principales langues de la région. Que sont le Lobiri, le Birifort, le Dagara et le Dioula à suivre au niveau régional sur la fréquence 479.25 MHz. Le rayon de couverture de cette première télévision dans la région du Sud-Ouest est estimé à plus de 80 km autour de Gawa, motif de satisfaction des populations à la base. C'est quelque chose qu'on avait prédit depuis longtemps, que nous avons attendu et nous avons souhaité. Nous rendons grâce à Dieu parce que ça a vu le jour aujourd'hui. Nous sommes fiers d'avoir une télé ici dans le Sud-Ouest. Vraiment, nous sommes très contents de recevoir cette télévision. Elle était vraiment très attendue. Et nous pensons qu'avec cette télé pourra en tout cas insuffler le développement au niveau du Sud-Ouest. Levier de développement local, la RTB tend ainsi la perche aux acteurs de la région du Sud-Ouest. Nous nous réjouissons vraiment de l'inauguration de la RTB de Sud-Ouest. Nous voulons que cette télévision-là soit une vitrine. Donc une vitrine pour les opérateurs économiques qui pourront rendre visibles leurs actions. Nous envisageons une semaine commerciale qui va proposer des offres promotionnelles aux annonceurs. Rester jusque-là en marge des opportunités qu'offre la RTB en termes de visibilité. Au chapitre des doléances, l'on note le renforcement de cette nouvelle chaîne télévisuelle en équipement et en personnel, constat fait également par le ministre Ninkiema qui, après la visite des locaux de la RTB de Sud-Ouest, est allé apporter des encouragements aux travailleurs de la radio Évangile du Sud-Ouest, un autre média de proximité qui contribue à la concorde sociale et au développement local. La recherche et l'innovation aux côtés de Bagrépol pour réaliser les ambitions de développement que porte ce grand projet. 2 sites agricoles sont exploités à des fins de recherche, d'expérimentation et de développement et devraient permettre de produire plusieurs variétés de céréales. Le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation était en visite sur ces sites. Reportage signé Draman Souri. 5 hectares de terre sont en train d'être aménagés sur ce site du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation ici à Bagrépol. Les travaux d'aménagement sont actuellement à un taux d'exécution de plus de 80%. Ici, ce sont des travaux de réhabilitation de 5 hectares de terre également en cours d'achèvement. Le ministre Jean-Noël Poda est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux sur ces 2 sites. Des sites qui comptent produire très bientôt plusieurs variétés de céréales. Ce qui est important pour nous à la recherche et dans le partenariat qu'on a avec Bagrépol, c'est arriver à démontrer sur le site un genre de vitrine vivante qui permet aux opérateurs économiques privés qui veulent développer des circulations de venir voir quelle est la circulation qui est au champ que nous essayons de produire à côté de leur site. Et c'est ça, c'est cette démonstration de la recherche pour les producteurs que nous sommes venus voir et encourager. Autre étape de la visite du ministre, c'est dans cette unité de transformation du maïs. Avec une capacité de production de 12 tonnes par jour, l'usine de Mouni Zaré permet d'obtenir de la farine et du couscous à base du maïs. Le riz, le maïs transformé
peuvent avoir de meilleurs débouchés à travers notamment les structures privées, ce que nous faisons, mais aussi à travers les structures publiques comme les cantines scolaires, comme les forces de défense et de sécurité, les hôpitaux, etc. Et nous souhaitons que le gouvernement aide à prendre les mesures nécessaires pour accompagner l'écoulement de cette production que vous avez même vu de... Jean-Noël Pouda s'est également rendu à la radio Bagripol. À l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, les postes de secrétaire général adjoint et du responsable à l'organisation du comité de gestion étaient vacants, respectivement pour cause de démission et d'expulsion des personnes qui occupaient initialement ces postes. Les présidents provinciaux des producteurs de coton désignaient de nouveaux responsables à ces postes. Il s'agit de Nkiabo Kambi et de Amadou Kone, le reportage de Karim Sissé. C'est Nkiabo Kambi et Amadou Kone qui remplacent respectivement Zoubiessé Doye et Hubert Soulama au poste de secrétaire général adjoint et secrétaire à l'organisation du comité de gestion de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB. Les deux nouveaux membres du comité de gestion de l'UNPCB ont été élus à l'unanimité par les 28 présidents provinciaux des producteurs de coton. Les élections, en tout cas, ça a été très bien passé parce que j'étais élu parmi les 28 provinces. Ces 28 provinces ont répondu oui. Je suis très content et que j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec eux, comme je le souhaitais. Cette élection intervient à un moment où l'UNPCB traverse une crise. Mais pour le président des producteurs de l'or blanc, il était nécessaire de compléter le nombre des membres du comité de gestion. Pour nous, s'ils ont fait ça sciemment pour handicaper notre bureau, il faut que nous aussi nous soyons à la hauteur des attentes de ceux qui nous ont élus, à élire des gens pour que ça ne soit pas un handicap. Si le bureau fonctionne à 10, est composé de 10 membres, et nous fonctionnons à 8, ça peut être illégal, contradictoire à nos textes. A noter que cette élection fait suite à la démission de Hubert Soulama et à l'expulsion de Zoubiessé Doye du comité de gestion de l'UNPCB. Le chef comptable de l'Union a lui aussi été démis de ses fonctions pour une atteinte à la déontologie comptable. Nabi Abraham prend la gestion du trésor et de la comptabilité publique, une institution qu'il connaît bien pour y avoir dirigé, occupé les postes d'agent comptable central du trésor. Il prend le relais de Moumouni Nyankambari qui s'en va après 7 ans passés à la tête de cette institution. Reportage Amandine Lalsaga. Nabi Abraham Ouattara est le nouveau directeur général du trésor et de la comptabilité publique. Il remplace à ce poste Moumouni Nyankambari. Nommé le 14 janvier dernier, Nabi Abraham Ouattara prend officiellement les rênes du Trésor ce 2 février 2015. Les défis sont énormes, mais les missions du Trésor public sont classiques. C'est des missions de mobilisation des ressources. Je pense que dans le contexte actuel, nous devons en tout cas de mobiliser le maximum de ressources. Et c'est des missions également de paiement de la dépense publique. Et je pense que le besoin est là de payer en tout cas à bonne date les dépenses publiques. Au-delà de ça, je pense que c'est toute la mission de la tenue de la comptabilité, de la production d'une comptabilité de qualité. C'est aussi les missions de supervision des structures sous tutelle. Après avoir passé 7 ans à la tête de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, Moumouni Nyankambari s'en va avec le sentiment du travail bien accompli. Nous sommes au cœur de beaucoup de demandes au niveau des administrations publiques et nous avons toujours pu faire au mieux, en tout cas remplir nos missions. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir comme mon action passée à la TDCP, c'est que nous avons un trésor beaucoup plus visible, beaucoup plus présent et beaucoup plus aussi en anticipation sur les grandes questions du moment concernant notre pays. Le nouveau directeur général du Trésor et de la comptabilité publique est inspecteur du Trésor. Il a occupé les postes de trésorier général du centre, de directeur des affaires monétaires et financières et d'agent comptable central du Trésor. Nabi Abraham a souhaité l'engagement des agents du Trésor au nombre de 2100 pour la réussite de sa mission.
Au groupement central des armées, un nouveau commandant s'installe. Il s'agit du colonel-major Sietoué. Il dit prendre la mesure de la tâche et du contexte de dynamisation des structures et des actions des forces armées nationales. Il remplace à ce poste le colonel Rabwenga André, qui est appelé à la tête de l'état-major de l'armée de terre, Bouma Ernest Nebié. Sous-officier militaire du rang du groupement central des armées. Je parle le président du FASO. Vous reconnaissez désormais pour chef le colonel-major Touessier ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le système des armes du Burkina Faso. Ça y est, le colonel-major Sietoué assure désormais le commandement du groupement central des armées, une structure dont la mission principale est la dotation des forces armées en logistique. C'est de la continuité, avec certainement amélioré, parce que vous connaissez quelle est la place du groupement central des armées au sein des autres entités militaires. Donc on a dû vous dire que le groupement central des armées, c'est d'abord, pour ne pas dire principalement, le soutien logistique aux autres entités des forces armées. Vous savez que le groupement central des armées, c'est un certain nombre de corps et un certain nombre de directions. Nous avons quand même une préparation opérationnelle des formations logistiques. C'est pour dire que on se prépare pour les temps de crise. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons des centres de formation. Dans un contexte de dynamisation des structures et des actions des forces armées nationales, la hiérarchie dit attendre beaucoup de lui. J'attends du commandant du groupement central des armées et qu'il mette l'accent sur la formation, l'entraînement et la préparation opérationnelle des unités placées sous son commandement afin d'accroître nos performances et nos rendements, et aussi une gestion rationnelle des ressources et des moyens qui sont mis à sa disposition. Quant au commandant sortant, le colonel Rabwenga André Kabouré, il quitte ce poste pour celui du chef d'état-major de l'armée de terre. Le commandant entrant avant cette nomination a déjà occupé de nombreux postes au sein des forces armées nationales. Il a été entre autres de 2010 à 2011 directeur central de l'action sociale des armées, chef de la division logistique adjoint de l'état-major général de 2007 à 2008 et directeur central du génie militaire de 2000 à 2007, un poste qu'il a occupé cumulativement avec celui du chef de corps du bataillon du génie militaire. Chez les soldats du feu, c'est la 12e promotion de l'école nationale des sapeurs-pompiers qui défilait devant les autorités de tutelle. Une promotion forte de 99 soldats prêts à servir après la formation initiale de base. Ils ont pris le nom d'Espérance, un engagement à être porteur d'espérance, même au péril de leur vie pour les âmes en détresse. Reportage Sanouan Christine Koulibaly. Sauvetage par le franchissement sur une poutre, secours aquatique, plongeant à travers le feu. Bref, des mises en scène certes, mais qui traduisent dans bien de cas la réalité du quotidien des sapeurs-pompiers. Ces figures exécutées par les éléments de la 12e promotion de l'École nationale de sapeurs-pompiers en fin de formation viennent convaincre si besoin en était de la qualité de la formation qui n'a pas été de tout repos. Tout d'abord, on a fait 6 mois au GIFA, ce qui n'a pas été facile. Espérance, c'est le nom de baptême de cette 12e cuvée. Et ce sont au total 99 porteurs d'espérance qui viennent de s'engager au péril de leur vie à venir en aide à toute personne en détresse. Nous sommes venus donc encourager les sapeurs-pompiers qui accomplissent un travail formidable, qui ont un métier pas du tout facile. Ils le font au prix de 1001 sacrifices, mais dans l'intérêt donc des populations. Ces 99 soldats du feu, dont 10 filles, entament ainsi leur carrière professionnelle et ils l'abordent avec les conseils avisés de leurs parrains. Je voudrais demander aux jeunes sortants de la promotion d'être des modèles, c'est-à-dire des sapeurs-pompiers compétents, combatifs, dévoués, intègres, consciencieux et soucieux de mener à bien des missions qui seront confiées à tout temps et en tout lieu. Je tiens également à dire un mot à l'endroit des formateurs
qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur effort pour faire de vous des sapeurs-pompiers alertes, toujours prêts à sauver des vies au risque de perdre vous-même la vie. Créé en 1995 sous l'appellation Centre d'instruction de sapeurs-pompiers, l'École nationale de sapeurs-pompiers célèbre cette année son 20e anniversaire. Et en 2 décennies d'existence, cette école a formé 38 promotions, tous stages confondus, avec un effectif total de 4420 stagiaires. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout à l'heure, vous pourrez suivre l'émission Controverse, un débat consacré au vote des Burkinabés de l'étranger. Merci de votre fidélité.